11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Mélanie Taravant. Bonjour Philippe Mandel. Vous êtes journaliste, nous sommes doublement collègues parce que vous présentez notamment l'émission Média assez médiatique le dimanche sur France 5, mais c'est pas notre sujet. Le sujet, c'est que vous allez animer une soirée spéciale consacrée au climat. Ce sera dimanche en prime time, 21h sur France 5. Avec nous, Elena Sander. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique, vous êtes grand reporter pour le magazine Science et Avenir, et c'est vous qui avez co-réalisé ce documentaire qui s'appelle La bataille du climat, dont on va parler. D'abord, Mélanie Taravant, quel a été le point de départ de cette soirée? Comment va-t-elle se dérouler? Que va-t-on voir dimanche? Le point de départ, c'est notre situation à tous. C'est-à-dire qu'on accumule les records de chaleur. D'ailleurs, on a vu là un mois d'octobre qui n'a jamais été aussi chaud. Des rapports du GIEC qui sont de plus en plus catastrophique et une action qui est assez limitée. Donc comment est-ce qu'on voit ce changement d'échelle là dans ce qu'on vit? Alors l'idée c'était non pas de faire un documentaire de plus sur ce qui peut se faire aujourd'hui, mais de revenir en arrière. Et donc cette bataille du climat, c'est un travail qui n'avait jamais été fait par les deux réalisateurs, c'est-à-dire replonger dans des archives, 50 années d'archives, et c'est plus d'un an et demi de travail pour faire le tri et essayer d'arriver à raconter cette histoire en fait du climat, parce que c'est très compliqué. Même les experts disent eux-mêmes, et moi quand je suis devant une classe de jeunes, j'arrive pas à synthétiser cette pensée-là. Et ben voilà, on s'est dit c'est le moment ou jamais de revenir sur ces 50 dernières années. Alors vous avez répondu à la question que j'allais poser à Elena Sander, vous avez expliqué quel sera le documentaire. La soirée, il y aura un débat ensuite mené par vous. Oui, tout à fait. Avec quel enjeu et quels invités? Avec quatre invités pour poursuivre la réflexion. On aura l'idée du monde en face, comme sur beaucoup de ces plateaux-là, c'est de prendre un peu de la hauteur et de prendre le temps de revenir sur ce qu'on vient de voir. Donc on aura Laurence Toubiana qui a été la négociatrice hors pair de cette fameuse COP en 2015, COP 21, avec les accords de Paris qui ont donné comme objectif un réchauffement climatique qui ne dépasserait pas les 1,5 degrés. Bon, on en est loin pour l'instant. Elle sera là, elle va revenir avec nous sur ses coulisses. Comment est-ce qu'elle a réussi à que les négociations se passent, et ça c'est très intéressant parce qu'on plonge avec elle dans l'organisation des COP. On aura aussi François Gémen, qui est le seul expert du GIEC quand même, qui dit que lui s'en fiche complètement d'aller se balader en forêt et de regarder les arbres, mais en même temps c'est devenu le combat de sa vie. C'est intéressant comme paradoxe. Et puis Yamina Saeb également, qui a écrit des rapports du GIEC, et la jeune génération avec Paloma Moritz qui travaille pour le média indépendant Blast. Alors Elena Sanders, que ce documentaire est passionnant, Mélanie Taravant vient de le dire, et moi ce qui m'a vraiment séduit, c'est qu'il est historique, parce qu'on a l'impression que c'est une prise de conscience récente, pas du tout. Ça commence il y a un demi-siècle, il y a 50 ans, dans l'ancêtre de l'ONU, le tout premier sommet de la Terre en juin 72, 113 pays représentés. Vous pouvez nous raconter cet événement? Quel était le but des pays sur place? C'était de protéger l'environnement. C'est la première conscience de l'environnement planétaire. Et là, l'ONU sort tout un paquet de résolutions. Et il y a une petite résolution, mais vraiment on est allé rechercher la phrase dans le texte, c'est la 70e résolution, où ils invitent à protéger le climat des activités humaines. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi cette ligne a été ajoutée en 1972. C'est la première fois que ça apparaît, c'est ça, la première fois ça apparaît sur la scène internationale. Du changement climatique. Et cette petite ligne voulait dire que tout le monde était au courant. C'est ça que l'on veut montrer, c'est qu'en fait tous les dirigeants en 72 étaient déjà au courant. Alors, Elena Sander à la tribune, on voit la première ministre de l'Inde de l'époque, Indira Gandhi, qui fait une sombre prédiction. La prochaine crise serait climatique, disait-elle. Comment cette parole a été perçue à l'époque ? Alors, de manière variable, on a envie de dire. Certains n'ont pas voulu écouter et d'autres se sont lancés dans la bataille climatique. Et là, ce qui est très important, c'est que nous, ce qu'on raconte dans ce film, c'est que c'est une bataille acharnée. À partir de ce moment-là, on a vraiment, même avec des graphismes, on montre cet antagonisme de deux camps. On a deux forces, un camp qui veut protéger le climat planétaire d'une catastrophe annoncée, et l'autre camp qui n'y a aucun intérêt financier. Ou alors un camp qui n'y croit pas. On va entendre un extrait. Je rappelle, pour remettre les choses dans leur contexte, en 73, c'est le premier choc pétrolier. On va entendre un document, ça date de 79, dans l'émission Les dossiers de l'écran. Pour pallier au manque de pétrole, on a prévu le nucléaire, les centrales se multiplient, on en parle comme ressource énergétique, on ne pose pas la question du danger. Et dans cette émission Dossier de l'écran, tout à fait autre chose, en 79, le commandant Cousteau est face au vulcanologue Haroun Tazieff, et
Cousteau minimise les risques de pollution pour le climat. On l'écoute, c'est assez édifiant. Et cette quantité de gaz carbonique se propage dans l'atmosphère et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre. C'est un baratin. Il y a l'histoire du CO2, c'est entendu, c'est vrai, on en fabrique beaucoup, mais il y a quand même des correcteurs automatiques. Il y a donc d'abord la végétation qui est un correcteur naturel à ça, et ensuite il y a l'océan. On commence à me casser les oreilles avec cette histoire de CO2. Si on avait la sagesse de planter des arbres en même temps qu'on brûle du pétrole... Au lieu de détruire les forêts françaises, on les protégeait d'une part. Exactement. Et on en augmentait la surface. Si au lieu de détruire la forêt amazonienne, on la protégeait, il n'y aurait pas de danger avec le gaz carbonique, et au contraire, il y aurait de plus en plus d'oxygène. Oui. Mais on ne le fait pas, on ne protège pas, et pour faire des profits colossaux, on massacre nos forêts. Voilà. Vous êtes en train de paniquer les populations, là. Alors le journaliste qui dit qu'il ne faut pas paniquer les populations, donc peu importe que l'information soit exacte, mais il vaut mieux la taire. Ça me rappelle pendant le Covid où on demandait que pouvez-vous nous dire pour nous rassurer. Exactement. Nous on ne voulait pas être rassurés, on voulait être informés. Juste un mot, on ne peut pas dire que le commandant Cousteau soit un ennemi de l'environnement. Soit un climato-sceptique. Non. Mais c'est pas un ennemi de l'environnement et c'est pas non plus un type qui gagne sa vie avec l'industrie pétrolière. Tout ça pour dire que les mentalités ne croyaient pas à cette thèse du réchauffement climatique. Mais est-ce que ça a tant changé que cela? Oui, ça a évolué parce que, bien sûr, on sa culture, on a les effets du réchauffement climatique devant nous qui étaient beaucoup plus lointain à l'époque. D'ailleurs, ça c'est une vraie question. Moins on les voit, moins on est concerné. Plus on va commencer à les voir, plus on va être concerné. C'est ce que disent d'ailleurs les scientifiques. Mais finalement, est-ce que ça a tant changé que ça? Moi, ça me rappelle des émissions que j'ai vues il n'y a pas si longtemps que ça, où il y a des intervenants, des grands scientifiques qui nous expliquent que regardez, en Afrique, il fait quand même très chaud et je veux dire, ils vivent avec. Pardon, c'est comme les gens qui disent la sécheresse, il pleut chez moi. Voilà, donc il n'y a pas de sécheresse. Ou Donald Trump qui a dit il n'y a pas très longtemps, ah bon, on parle de réchauffement climatique, moi j'ai un petit peu froid dans les rues de New York. On continue de dénoncer les syllogismes autour de l'environnement sur 50 ans avec Mélanie Taravant et Elena Sender. Culture Média continue. Je reviens à cette soirée dimanche soir dont le titre est Mélanie Taravant. La bataille du climat. Avec un documentaire signé Elena Sender, on va entendre un document que les plus anciens connaissent. On est en 74, le choc pétrolier est passé par là, c'était en 73. À l'Élysée, c'est Valéry Giscard d'Estaing et une publicité dans laquelle on voit un père et son fils, ils sont à la pêche et le papa prononce ces mots bien connus. Écoutez. En France, on a toutes sortes de choses. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle. Le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher. Trop cher. C'est notre richesse qui s'en va et notre façon de vivre qui est menacée. Alors, que peut-on faire? Eh bien d'abord, mieux utiliser l'énergie. Vous verrez. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. Et Elena Sender, c'était quoi le but d'une telle publicité? C'était rassurer les Français, pour faire lien avec ce qu'on disait précédemment, montrer nos muscles, s'affirmer face aux pays producteurs, ou donner l'idée aux Français que peut-être on allait glisser vers le nucléaire? C'était un message politique. Tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on nous demandait de faire des économies d'énergie, de conduire de manière écologique, etc. Ça me rappelle quelque chose. Mais oui, c'est ça qui est extraordinaire. Mais surtout, à ce moment-là, sont lancés plus de 40 projets de centrales nucléaires. Donc, en effet, nous, on n'était pas producteurs de pétrole, alors qu'aux États-Unis, ils recommençaient à forer partout, même en Alaska. On n'avait pas de pétrole, mais on avait le nucléaire. Et donc, commence à partir de ce moment-là, commence vraiment, la trajectoire nucléaire de la France. Donc c'était un message éminemment politique, mais ce qui est très étonnant quand on regarde 50 ans en arrière, c'est que ce message, cette publicité, on pourrait la refaire aujourd'hui. Voilà, et on a même revu des pubs qui sont passées aujourd'hui. On voyait des gens baisser leur chauffage de 20 à 19 et mettre des pulls. Et des cols roulés. Exactement. Et des cols roulés. Mais alors ça aussi, c'est des idées, mais c'est peut-être pas suffisant pour changer la trajectoire du réchauffement climatique. L'histoire repassait plat. Il y a beaucoup d'ironie aussi dans votre doc. Il y a un moment où j'ai explosé de rire. C'est quand vous dites, je sais plus en quelle année on est, la France décide d'agir, on éteint la Tour Eiffel.
Oui. Et je me suis dit, si c'est ça qui va régler notre déficit énergétique. Mais ça, c'est la politique des petits pas. Et ce qu'on a essayé de montrer, c'est que cette politique des petits pas, elle n'était absolument pas suffisante. Et donc, il va falloir, et ce qu'on montre, c'est que sur 50 ans, il faut que justement ce camp pro-climat progresse et arrive à signer des accords très ambitieux. Voilà. Sur 50 ans, vous parlez beaucoup des États-Unis, d'abord parce qu'ils sont à la pointe de l'industrie, et deuxièmement parce qu'à l'époque, c'était le plus gros pollueur. La Chine n'avait pas connu le développement qu'elle a connu désormais, ni l'Inde, elle n'avait pas la population d'aujourd'hui. Les classes moyennes chinoises et indiennes ne souhaitaient pas vivre comme les Occidentaux, où ils étaient encore à la charrette à bras, pardon de le dire. Et je ne savais pas, j'avais complètement oublié que le président Carter, démocrate élu en 77, était un grand défenseur du climat. Il crée le premier département de l'énergie de l'histoire des États-Unis. Il fait poser des panneaux solaires sur le toit de la Maison-Blanche. D'abord, c'est très étonnant. Comment se fait-il qu'il fut aussi engagé, Carter ? Carter, il avait une formation d'ingénieur et notamment d'ingénieur dans le nucléaire. Donc, il pensait, il croyait dans le nucléaire et il croyait aussi dans le solaire. C'était sa marotte. Et ce qui est incroyable, et ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'en 77, en fait, le problème climatique aurait pu être réglé. Mais il ne l'a pas été. Pourquoi ? Parce qu'un an plus tard, Reagan arrive. Il perd les 2 élections. ans plus tard, il perd les élections. C'est la démocratie, c'est pas non plus une catastrophe. On peut perdre. Mais Reagan arrive et là, ça change tout. Et ça change tout. Et alors, derrière lui, en plus, et on le voit très bien dans le documentaire, il y a une organisation de déconstruction et de fabrique ou du mensonge. Il y a un des intervenants qui dit la fabrique de la pas de la désinformation, mais en gros des éléments de langage. Et alors, on suit dans le documentaire, je vais pas tout spoiler, mais il y a un lobbyiste repenti qui s'appelle Jerry Taylor. Et alors, c'est un personnage de film, c'est inouï parce qu'il nous raconte comment tout ce qu'il faisait en gros pour préparer ses débats et comment il allait ensuite aller dire tout et n'importe quoi à l'antenne, mais que c'était tellement bien préparé que ça passait. Voilà, et je me souviens qu'un expert qui était venu parler devant le Congrès ou devant je ne sais plus qui, devant quelle assemblée. Un lanceur d'alerte, James Hansen. Voilà, le même expliquait que le tabac n'était absolument pas nocif. Ah non, ça c'est Fred Singer. Ouais, ça c'est un climato-Singer. Il est exceptionnel. Mais ils sont tous, disons que les méchants de l'histoire sont incroyables. Là, ce qui est dingue, c'est pas que le type soit méchant, c'est que soit ce type-là qui soit entendu par les élus américains comme parole d'évangile et comme caution scientifique. C'est ça qui est fou dans votre doc. Mais ce qui est fou, c'est que Jerry Taylor, dont parlait Mélanie, il n'a aucune formation scientifique, il n'a même pas un diplôme universitaire et c'est lui qui est appelé sur les plateaux télé à débattre avec des scientifiques de haut vol. Et pourquoi ? C'est parce que il est formé au débat et il arrive à vraiment faire rendre gorge à tous les scientifiques. Et après, c'est de pire en pire, arrive à la Maison-Blanche George Bush, fils d'une famille qui a fait fortune dans le pétrole. Donc c'est pas lui qui va vous expliquer que c'est nocif. Je saute malheureusement évidemment des étapes. On est en 95. C'est la COP3 à Kyoto. Se retrouvent là-bas les pros et les anti-climats. Et on va entendre l'économiste et diplomate française Laurence Tubiana. Elle raconte comment, un peu malgré elle a réussi à faire signer aux pays pétroliers les plus réfractaires l'accord dit de Paris pour le climat. On écoute Laurence Tubiana. On a tiré les leçons de Copenhague. Il faut que la négociation soit transparente. C'est pas dans une pièce fermée. C'est pas les plus forts qui négocient entre eux. On n'a pas dormi pour beaucoup de jours. On est tous vraiment très fatigués. Et donc, je commence ce tour de table à peu près à partir de 5 heures du matin. Et je commence par le groupe le plus difficile, qui était essentiellement composé des pays pétroliers, de la Chine. J'explique ceux qui vont aimer, ceux qui vont détester. Et un silence glacial, mais glacial. Je reprends la parole et je dis, comme vous savez, c'est le meilleur équilibre qu'on peut trouver. Si c'est pas ça, c'est fait, c'est cuit, c'est fait, c'est terminé. Je peux rien proposer d'autre. Et donc, je pleure d'épuisement, je craque. Non, bon, c'est fini, quoi. Et là, je vois la déléguée vénézuélienne, l'ambassadrice de Venezuela, l'ambassadeur de l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Chine, qui se lèvent et qui viennent vers moi et qui me prennent dans leurs bras. Et ils me disent, on va te faire confiance, on va le faire.
Mélanie Taravant, il faut pleurer pour se faire entendre. Non, mais je pense que là, c'est très intéressant parce qu'on est dans les coulisses de la COP et on verra bien ce qui va se passer à partir de lundi prochain. Mais c'est aussi la conclusion, c'est qu'il faut, c'est ce que disait Laurence Toubiana d'ailleurs, c'est qu'il faut prendre les décisions ensemble et ne pas mettre les pays riches d'un côté et puis les plus fragiles de l'autre. Il faut prendre des décisions main dans la main. Et Laurence Toubiana qui sera dans le débat sur mon plateau, ouais. Sur votre plateau, après la diffusion de ce doc, ce sera dimanche soir, 20h55 précisément, la bataille du climat. Merci beaucoup Mélanie Taravant, merci beaucoup Elena Sender, c'était passionnant. Culture Média continue sur Europe 1 après les infos de 10h. Notre invité, c'est le réalisateur ancien flic Olivier Marchal, son nouveau thriller. Il met en scène des flics, évidemment, mais pas ce que vous croyez, ça s'appelle Overdose. Et puis Jean-Luc Lemoyne, grosse dose de Jean-Luc Lemoyne, c'est sa session de rattrapage, à tout de suite.